Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de notre cycle de conférences. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Raphaëlle Belon, historienne, professeure agrégée d'histoire, détachée à la Fondation de la Résistance, en charge de la pédagogie. Alors après la venue de Fabrice Grenard, le directeur scientifique de la Fondation de la Résistance, il y a quelques mois, c'est à nouveau une occasion particulière et symbolique de réunir nos deux fondations. Et d'ailleurs, le sujet dont vous allez parler permettra également de rapprocher l'histoire de la France libre et celle de la résistance intérieure. Raphaëlle Belon, vous venez de signer cet ouvrage, qui sera, à n'en pas douter, le premier d'une longue liste. Jeanne Boëck, la saboteuse du général, l'histoire vraie de la plastiqueuse à bicyclette, aux éditions Nouveau Monde avec le ministère des Armées. Une biographie qui nous plonge dans une trajectoire extraordinaire. Cette jeune femme qui se destinait aux mathématiques, rattrapée par l'histoire en 1940, et qui décide de tout quitter pour continuer la lutte. Elle figure parmi les 100 premières engagées dans le corps des volontaires françaises, première unité militaire féminine française, créée par le général de Gaulle fin 1940. Jeanne Boëck est affectée au PCRA, les services secrets de la France libre. Elle reçoit une formation d'agente clandestine avant d'être parachutée en France, occupée en 1944 comme instructrice de sabotage auprès de la résistance intérieure. Vous la présentez comme une combattante, mais aussi une femme d'engagement, notamment en rappelant qu'après la guerre, elle mena une belle carrière d'enseignante et une vie d'élue. C'est aussi une biographie qui invite à interroger une époque à travers une vie qui en croise d'autres. La question de la place des femmes dans la résistance et dans la société, avec tous les stéréotypes qui y sont associés, y est très présente. C'est enfin un ouvrage qui est un très bel hommage rendu à cette femme au destin hors du commun. C'est pourquoi il était nécessaire de vous inviter à venir en parler ici. Bienvenue, cher Raphaëlle Belon, à la Fondation de la France libre. Merci, c'est bon, tout le monde m'entend, y compris au fond de la salle. Donc, merci beaucoup à la Fondation de la France libre pour l'invitation. Je suis très heureuse de venir parler aujourd'hui de Jeanne Boëck et de cet ouvrage. C'est la première conférence depuis que l'ouvrage est sorti, j'en avais donné d'autres avant, mais c'est la toute première depuis que l'ouvrage est sorti, et c'est vrai que quand on a passé plus d'un an comme ça avec quelqu'un avec une personnalité aussi exceptionnelle, eh bien la retrouver après avoir été contrainte de la quitter, puisqu'il faut laisser partir le livre, c'est vraiment un grand plaisir, donc je suis vraiment très heureuse de reparler de Jeanne Boëck aujourd'hui. Alors, dans cette présentation, je ne vais pas vous re-raconter le livre, ou le raconter avant que vous l'ayez lu, si certains d'entre vous prévoient de le lire. Bien sûr, je vais retracer la vie de Jeanne Boëck et des moments saillants, mais je me propose de partir d'archives, de certaines archives sur lesquelles je me suis appuyée. On en a reproduit quelques-unes dans l'ouvrage, mais très peu. Et donc aussi de montrer un peu le travail de l'historien, ou de l'historienne en l'occurrence, en train de se faire. Et ça a été très bien souligné au début. Il y a aussi deux choses sur lesquelles j'aimerais insister, ou qui sera un peu un angle pendant cette conférence. C'est à la fois, puisqu'on l'a compris, elle est partie à Londres très tôt, elle a été au corps des volontaires françaises, et puis ensuite elle a rejoint la résistance intérieure, enfin elle a été parachutée en France et a été active au sein de la résistance intérieure. C'est le passage finalement justement de la France libre à la résistance intérieure, et la transition entre ces deux résistances et comment les deux s'envisagent. Et bien sûr, interroger à travers son cas, puisque à la fois elle fait imploser les normes de l'époque, on l'a dit, hein, les normes du masculin et du féminin, en même temps il y est renvoyé assez régulièrement. L'idée, la place des femmes dans la résistance, l'idée ou non d'une résistance au féminin, et montrer cette tension qui a été soulignée par Laurent Douzou dans un article qu'il a commis entre invention de rapports nouveaux au sein d'une lutte clandestine qui elle-même s'invente en France, et la persistance de stéréotypes et des normes sociales finalement de l'avant-guerre. Alors je voulais commencer par cette photo où on voit une jeune femme, une mitraillette à la main, les cheveux courts, sans doute plutôt brunes, en tenue militaire de fortune, qui fixe la caméra avec un petit sourire qu'on connaît bien, à la fois timide et affirmé, et qui porte une arme. Et quand on tape Jeanne Boëck dans Google Images ou autre moteur de recherche, c'est une photo qui ressort beaucoup et qui est beaucoup utilisée pour illustrer des articles consacrés à Jeanne Boëck. Or, en fait, c'est pas du tout Jeanne Boëck, c'est Simone Ségouin. Simone Ségouin qui, effectivement, a sensiblement le même âge, elle est un peu plus jeune, résistante FTP,
qui a bien appris à utiliser une arme, mais qui en fait, l'a raconté après justement à notre collègue Franz Malassi, ne s'en est jamais servi. C'est un peu finalement comme Jeanne Boëck, qui a appris à se servir d'une arme, mais n'a jamais eu l'occasion de s'en servir réellement. Et la méprise, je trouve, photographique, est d'autant plus intéressante qu'effectivement, on a cette anecdote commune, mais Jeanne Boëck, en fait, la voilà, hein, c'est la photo qu'on a mise sur la couverture, la photo du service historique, enfin qu'on trouve dans son dossier au service historique de la Défense, au moment où elle a été incorporée. Et l'inexactitude me semble assez répétée, hein, révélatrice de l'image qu'on retient de Jeanne Boëck, c'est-à-dire c'est une femme qui a participé à la lutte armée, de l'image aussi qu'on se fait de la résistance, hein, et en fait le parcours de Jeanne Boëck est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant, je dirais, que ça, et la résumer à la lutte armée est un peu réducteur, et donc c'est aussi ce que je vais m'employer à vous montrer aujourd'hui. Comme on l'a rappelé au début, c'est qu'elle a effectivement une trajectoire exceptionnelle pendant la Seconde Guerre mondiale, mais que ça s'inscrit en fait dans toute une vie d'engagement, et donc dans un rapport à la France et à la République qui dépasse le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour commencer, un acte de naissance, qu'il faut faire un peu d'épigraphie, on n'a plus l'habitude de ces belles écritures cursives. L'acte de naissance, donc, qui est celui de, vous avez son nom, Jeanne-Hyacinthe Marie-Amélie Boëck, qui est née donc en février 1919 dans la Manche. Ce qui m'intéresse dans ce certificat de naissance, c'est tout d'abord bien sûr sa naissance en février 1919, donc 3 mois après, à peine, hein, après l'armistice de 1918, alors que les cendres du brasier sont encore chaudes, et donc elle grandit avec cette ombre portée de la Première Guerre mondiale. Elle grandit aussi en lisant le récit des batailles de la Première Guerre mondiale, notamment des batailles navales, on va comprendre tout de suite pourquoi. Elle lit les récits d'espionnes de la Première Guerre mondiale, et donc comme beaucoup en fait de ceux ensuite notamment qui rejoindront la France libre et qui en parlent, elle insiste voilà, dans ses mémoires, et on sent que ça a été formateur pour elle de grandir dans cette ombre, dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale. Et dans les années 20 et 1930 aussi, c'est finalement une jeunesse qui est marquée par la montée des tensions en Europe. Elle a 10 ans au moment de la crise de 1929, alors un peu plus vieille quand cette crise arrive en France. Elle a à peine, je suis en train de faire des maths en même temps, c'est un peu un risque. Elle a à peine 14 ans quand Hitler devient chancelier. Elle arrive 17-18 ans, au moment des grandes tensions, donc les accords de Munich, l'annexion de la Tchécoslovaquie, etc. Donc voilà, elle grandit aussi. C'est une adolescence en fait qui est marquée par cette montée des tensions en Europe, et comme elle le dit elle-même, c'est une lectrice enragée, elle lit beaucoup le journal, et elle n'est pas non plus, elle grandit pas à l'écart, si vous voulez, de ces tensions. Alors, deuxième chose qui m'intéresse dans ce certificat de naissance, c'est la profession des parents. Pour essayer de comprendre aussi un destin, en faisant pas de déterminisme, ça n'explique pas tout, mais c'est un facteur de compréhension aussi. On peut s'intéresser au milieu familial et social dont ils viennent. Alors je voulais souligner, je vais le lire parce que je pense que de loin c'est peut-être un peu compliqué à lire. Le père est maître torpilleur dans la marine, il est donc militaire, et la mère est notée comme ménagère au moment où sa fille naît. C'est aussi le cas sur le certificat de naissance de son frère Henri Boëck, elle a un seul frère. Et en fait, elle est institutrice. Quand on regarde l'acte de mariage entre les parents, la mère est institutrice. Alors, une des hypothèses que je fais moi dans le livre, c'est qu'en fait le père changeant beaucoup d'affectation, il va de port en port, on déménage beaucoup, c'est que sans doute elle n'avait pas le temps forcément de retrouver un poste ou d'enseigner si elle suivait les affectations de son époux. Et ce milieu familial me semble extrêmement intéressant, parce que c'est un couple typique, si vous voulez, de ce qu'on peut lire sur la promotion sociale sous la Troisième République. Issus d'un milieu d'artisans ou de paysans, donc ils ont vécu cette ascension sociale grâce à la République, ils savent tout ce que peuvent l'école, voilà, première chose. La mère est institutrice et manifestement ne travaille pas à la naissance de ses enfants, et donc ne travaille pas forcément tout le temps, et investit beaucoup, du coup, l'éducation de ses enfants. Jeanne Boëck raconte que c'est sa mère qui lui a appris à lire, et qu'elle arrive à l'école, elle sait déjà lire. Le père est militaire, participe à la Première Guerre mondiale, et donc elle est aussi élevée dans un certain patriotisme et un certain rapport à la France. Voilà. Donc la sociologie me semble important, et d'ailleurs elle dit que depuis toute petite elle avait toujours voulu défendre la France. Alors ça c'est ce qu'elle dit dans sa biographie. Bien évidemment dans une biographie on cherche à
restituer la cohérence d'un parcours, donc elle choisit ce qui l'intéresse dans son enfance, mais voilà, quand on regarde son enfance, on peut voir qu'il y a sans doute quelque chose à chercher de ce côté-là. Deuxième document qui m'intéresse, c'est la presse, où on pourrait penser qu'on ne trouve pas le nom de Jeanne Boëck avant la fin de la guerre, et en fait, si. Alors, sachez qu'elle a gagné un concours scolaire de dessin, et que donc elle apparaît dans la presse, elle doit avoir une dizaine d'années. Mais là, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est donc cette page de l'Ouest éclair de 1938, où il y a les résultats de la promotion de la faculté des sciences, et donc on trouve en mathématiques générales le nom de Jeanne Boëck. Alors il faut se méfier parce qu'il y a un certain nombre de Jeanne Boëck, mais en l'occurrence c'est bien elle, et là on voit qu'elle a un parcours scolaire qui l'écarte des normes en vigueur et de ce qui est le parcours scolaire de la majorité des jeunes femmes à l'époque. Elle a son baccalauréat, Jeanne Boëck, à une époque où on est à moins de 5% d'une génération qui a son baccalauréat, hein, le lycée est encore payant. Moins de 3% quand on considère les femmes, moins d'1% pardon, quand on considère les femmes, qui représentent, alors un peu avant qu'elle ait, j'ai pas trouvé les chiffres pour l'année où elle a son baccalauréat, j'ai trouvé des chiffres un peu antérieurs, mais moins de 20% des admis au baccalauréat. Sachant que les programmes sont communs depuis quelques années uniquement, et que donc les femmes ne sont préparées au baccalauréat officiellement que depuis une dizaine d'années. En sciences, encore moins. Voilà. C'est encore plus rare d'avoir des femmes qui suivent des études, qui font maths LM, hein, ce que va faire Jeanne Boëck, tant et si bien qu'elle fait sa terminale dans un lycée de garçons, elles sont deux, ce qui gêne un peu aux entournures le personnel, puisqu'elles doivent rentrer par une porte dérobée, elles sont mises derrière au fond de la salle, enfin voilà. Donc, elle a été poussée en ça par ses parents, par sa mère notamment, qu'elle le dit dans son discours quand elle est fait chevalier de la Légion d'honneur, que c'est sa mère qui l'a poussée et qui lui a dit en gros que tout était possible. Voilà. Donc on est aussi sur ce milieu familial-là, et donc elle décide de continuer des études. Alors là, on continue à baisser les pourcentages hein, quand on considère le nombre de femmes à l'université, a fortiori en filière scientifique. Et c'est intéressant parce qu'on a du coup déjà une femme qui par ailleurs vit dans un milieu, semble-t-il, très traditionnel, catholique de conviction, voilà, mais qui par contre, dans sa carrière, je vais dire professionnelle, mais en tous les cas étudiante, a déjà un parcours un peu singulier, et c'est d'autant plus intéressant que c'est ce parcours qui va lui ouvrir en fait les portes ensuite d'un parcours encore plus exceptionnel à Londres derrière. Voilà. Alors là-dessus, alors qu'elle est en train de faire ses études, arrive la guerre, la période qu'on a appelée de la drôle de guerre. Jeanne Boëck tout de suite dit qu'elle a voulu faire quelque chose, hein. Elle insiste beaucoup là-dessus. Elle n'a pas le permis de conduire, elle ne peut donc pas être par exemple ambulancière, qui est une opportunité ouverte aux femmes. Donc elle va rejoindre la défense passive, mais très clairement passive, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas, d'autant qu'elle est loin des combats, donc il ne se passe pas forcément grand-chose, et voilà. Elle ne trouve pas exactement ce qu'elle voudrait faire, et finalement elle est embauchée tout juste à la poudrerie du Moulin Blanc à Brest, et c'est là que va la trouver l'appel du maréchal Pétain à cesser les combats. Et il n'y a pas Jeanne Boëck sur la photo, je l'ai vue, mais c'est là qu'elle décide en fait, le 18 juin, avant même l'appel du général de Gaulle, quand le général de Gaulle fait son fameux appel, qui, on le sait de toute façon, le jour même a été assez peu entendu par les Français et les Françaises, elle est dans le bateau, déjà. Voilà. Donc c'est une réaction vraiment instinctive, un refus presque viscéral de la défaite, qui voilà, ancré dans une personnalité, bien sûr, hein, c'est Claire Andrieux qui le souligne, que les ressorts psychologiques sont très importants pour comprendre les choix, mais aussi, voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer, dans une jeunesse et dans un milieu qui est particulier. Il faut rappeler aussi que les rumeurs courent, qu'on pourrait, les personnels comme elle, les réquisitionner pour travailler pour les Allemands. Voilà, donc ça fait un motif en plus pour partir. Et pourquoi je vous mets cette photo donc, du bateau en fait, sur lequel elle part? Alors après avoir toqué un certain nombre de coques, hein, parce qu'on ne prend pas de civils sur les bateaux, parce que ça montre le caractère vraiment aléatoire de cette prise de décision de ceux qui décident de partir pour l'Angleterre, en se disant que l'Angleterre continue la guerre, mais c'est vraiment un pari absolument hallucinant si on réfléchit bien. Est-ce que l'Angleterre va continuer la guerre ou pas? Qu'est-ce qui va se passer en Angleterre pour les Français? Enfin, voilà. Et le caractère aléatoire aussi de cette traversée. Ils vont être plus de 100 sur ce bateau, sous le feu croisé des
des tirs à Brest en flammes derrière eux. Et voilà, ça montre le caractère aussi courageux et aléatoire de ce départ. Deuxième chose que montre ce bateau, c'est que pour pouvoir quitter la France, certes, il faut avoir des ressorts psychologiques particuliers, il faut avoir une détermination particulière, mais il faut aussi pouvoir. Il ne faut pas simplement vouloir, il faut aussi pouvoir, et il faut donc être à ce moment-là dans une France complètement désorganisée par l'exode, de préférence à proximité d'une côte, si vous voulez rejoindre l'Angleterre. Et c'est le cas de Jeanne Boëck qui est à Brest, qui est en fait un des ports géographiquement les moins éloignés de l'Angleterre, et qui a donc les possibilités de partir, c'est-à-dire elle n'a pas à traverser la moitié de la France pour ça, elle arrive en insistant à trouver un bateau, et c'est sans doute pas anodin si un quart des engagés dans la France libre en 40, ce sont des Bretons. Voilà. Ou que, je reprends les chiffres cités par Jean-François Murassiol, 2/3 viennent d'une zone comprise entre Dunkerque et les Pyrénées, donc en fait une zone littorale. Voilà. Donc l'intentionnalité pure, si vous voulez, ne suffit pas, il faut aussi pouvoir partir, et c'est un concept qui a été mis en avant de disponibilité. Elle peut partir, enfin c'est compliqué, mais elle a les moyens de partir, elle est aussi pas mariée, à ce moment-là, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de métier fixe, donc il y a aussi cette disponibilité qu'il faut avoir en tête, bien sûr sans minimiser, loin de là, l'acte de courage, la détermination que ça demande de faire le choix qu'elle fait, donc de partir en ce 18 juin 1940. Alors elle arrive à Londres, comme beaucoup de réfugiés français. D'abord on la place dans une famille où elle fait plutôt office de gouvernante. Vous avez compris que vu le parcours qu'elle a ensuite, ça la satisfait assez moyennement. D'ailleurs comme elle n'aime pas la famille, elle se débrouille pour en trouver une autre. Et puis voilà, elle va à la France libre, elle fait des offres de services. À ce moment-là on ne reçoit pas les femmes. Elle a toujours l'idée potentiellement qu'elle pourra être chimiste. Tout ça prend un peu de temps et explique qu'elle ne signe que, et je mets des guillemets autour du que, son acte d'engagement en janvier 1941, le corps des volontaires françaises ayant été créé en novembre 1940, l'accord qui le scelle étant, c'est Sébastien Albertelli qui le rappelle dans l'ouvrage qu'il a consacré, scellé en octobre 1940. Donc 2 mois, à peine, un peu plus après que ce corps ait été créé, elle fait partie des 100 premières volontaires françaises, elle porte le matricule 75 085, donc c'est la 85e engagée. Et elle fait partie donc de ces toutes premières engagées. Vous avez là la signature de son acte d'engagement. Alors, pourquoi j'ai choisi de montrer son acte d'engagement? Déjà parce que ça nous permet d'avoir une photo de Jeanne Boëck et de donner un peu corps aussi à cette femme et de voir son visage. Quand on parle de quelqu'un, c'est toujours mieux. Et c'est vrai que cette photo est extrêmement touchante parce qu'on la sent très heureuse et très fière à la fois d'être là avec son regard qui fixe ce droit à la caméra et ce nom qu'elle porte Boëck devant, mais aussi pour rappeler que des femmes dans la France libre, il y en a, et qu'elles ne sont pas toutes militaires. Et ça, c'est Sébastien Albertelli qui le rappelle très justement, c'est que s'engager militairement, c'est un degré d'engagement supplémentaire par rapport à un simple engagement civil. Donc c'est aussi pour ça que je voulais montrer cet acte d'engagement, rappeler, comme vous l'avez rappelé, que c'est la première unité militaire féminine de l'armée française, ce corps féminin des volontaires françaises, et que c'est aussi une réponse aux volontaires françaises, mais aussi une réponse au fait que le général de Gaulle est bien seul encore à ce moment-là, et que très peu d'hommes le rejoignent, et que par conséquent il a besoin de tous ces hommes pour aller faire le coup de feu, et donc de les libérer des emplois non directement combattants. Donc, d'où l'intérêt des femmes. Ça et le fait que certaines ont essayé de se rapprocher des Anglais. C'est Simone Mathieu, la première capitaine un peu fort en personnalité du corps des volontaires françaises, qui menace d'aller travailler chez les Anglais en fait, puisque l'armée anglaise est ouverte aux femmes. Donc on imagine bien que le général de Gaulle, ça lui plaît assez moyennement que des Françaises aillent s'en faire recruter par les Britanniques. Voilà. Et donc Jeanne Boëck profite de cette opportunité et fait donc ce choix de s'engager. L'engagement est le même que les hommes pour la durée de la guerre, plus 3 mois. Les femmes vivent en caserne, les femmes portent l'uniforme, les femmes obéissent à la hiérarchie militaire, les femmes touchent une pension, les femmes peuvent être sanctionnées au même titre. Voilà, elles ont vraiment un statut de militaire. Cependant, donc, on les affecte plutôt à des tâches non directement combattantes. Donc, une autre photo de Jeanne Boëck, cette fois-ci sur son laissez-passer pour le quartier général des forces françaises libres, puisqu'elle a été affectée, vous le voyez, au service technique à l'armement, à des tâches de secrétariat, où dans ses souvenirs, elle ne s'en plaint pas particulièrement, mais on comprend que ce n'est pas forcément
ce qui lui plaît le plus, donc je passe rapidement là-dessus, mais on voit bien, voilà, au début, un parcours très traditionnel. On confie des tâches non combattantes aux femmes, puisque la Troisième République exclut les femmes du champ des armées, et l'idée que des femmes puissent porter les armes reste encore une hérésie dans les représentations de l'époque. Alors, son itinéraire va prendre un tournant plus singulier à partir du printemps 1942. Et ça peut paraître surprenant, cette photographie donc issue des fonds de l'ECPAD. On voit un laboratoire de chimie. On voit qu'il est dans... Elle le dit dans ses mémoires, c'est dans une école. Et là, on le voit, on voit même la carte du Royaume-Uni sur les murs. Enfin, on est très clairement dans une école avec des paillasses d'un laboratoire de chimie d'une école. Et Jeanne Boëck, donc vous l'avez à gauche, ici, moi je trouve cette photo très touchante, on la voit très concentrée et en même temps tout à fait consciente qu'on la prend en photo et presque un peu avec un petit sourire en coin qu'on voit un petit peu et donc en train de peser avec, alors je ne suis pas du tout scientifique donc je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous décrire les trucs qu'il y a sur la table, voilà. Mais je pense qu'elle aurait été horrifiée si elle m'avait entendu dire truc. Mais voilà, en train de peser des poudres, de faire des mélanges et en fait, ses compétences de chimie font qu'elle est repérée pour intégrer un laboratoire de recherche bien particulier qui est créé au sein du service technique de l'armement où elle est secrétaire. Donc elle a un petit coup de chance du destin, aussi parce que elle a aussi sollicité beaucoup de gens, donc on sait qu'elle est chimiste. Et en fait, elle est chargée de faire ce qu'elle appelle des recettes d'explosifs pour les résistants en France qui vont faire des sabotages, mais n'ont bien sûr pas sous la main des explosifs tout faits. Et donc l'idée, c'est qu'ils puissent faire des explosifs à partir de ce qu'ils trouvent dans le commerce, chez le droguiste. Donc quand j'ai des élèves en face, je suis obligée de leur expliquer ce qu'est un droguiste, parce qu'au dehors du supermarché. Voilà, donc voilà. Mais bon, ici, je pense que ça va, ou chez le pharmacien. Voilà. Et elle y prend beaucoup de plaisir. Alors bon, elle fait ses petites explosions sur les toits de Londres, ça fâche un peu les Anglais, le Blitz ils veulent bien, mais les Français qui font des feux d'artifice sur leur toit beaucoup moins. Voilà. Et elle s'y plaît beaucoup, mais à un moment donné, il y a une autre idée qui va germer dans sa tête, c'est qu'on lui envoie des garçons en partance pour la France, pour être instructeurs de sabotage ou pour saboter eux-mêmes, et qu'on lui demande de former. Et elle se dit à ce moment-là, mais quelle perte de temps, pourquoi moi, j'irai pas en France les former directement ? Elle s'en ouvre, ça remonte jusqu'au BCRA qui, alors là je la cite, en 1975, décidément misogyne, refuse à plusieurs reprises de l'intégrer d'accepter et de l'intégrer au sein du BCRA. Finalement, c'est chose faite, mais avant qu'elle ne parte d'Angleterre pour retourner en France, j'aimerais faire une petite pause sur sa vie à Londres, puisqu'elle va vivre quand même 2 années à Londres. Alors, il y a cette photo où elle est là. Alors la légende dans l'ouvrage original n'est pas bon, on la met à droite, mais en fait elle est la deuxième en partant de la droite pour vous, là en costume de bretonne. Alors première chose que nous montre cette photo, c'est bien sûr son attachement à la France, et aussi à sa petite patrie, la Bretagne, puisque Jeanne Boëck est bretonne. D'ailleurs, c'est un proverbe breton qui ouvre son autobiographie, et donc à Londres s'est constituée une association, Fidèle Armor, qui devient Sao-Braise, dont j'ai pu consulter les bulletins conservés à la France Libre grâce à Jérôme Maubec, que je remercie, parce que du coup j'ai pu trouver certains des villages où elle était passée. Et une association qui s'est ouverte pour aider tous les Bretons qui arrivent à Londres et qui pour certains sont en difficulté financière. Il faut rappeler que Jeanne Boëck, par exemple, est partie avec une petite valise, pas d'argent, enfin voilà, elle arrive vraiment à Londres avec rien du tout. Et cette association Sao-Braise donne, alors plutôt dans les marges celtiques du Royaume-Uni, des spectacles de danse bretonne. Et donc c'est sans doute à cette occasion qu'a été prise cette photo, et c'est ainsi que Jeanne Boëck va à Glasgow, à Édimbourg, va aussi dans un petit village où il y a des noms, elle reconnaît des noms en fait par rapport à ceux qu'elle a vus en Bretagne, ça s'appelle Pézance, et donc c'est évoqué justement dans la revue que j'ai pu consulter ici. Et donc c'est ça aussi, voilà, ça lui permet aussi d'être avec des Bretons et donc de reconstituer finalement un collectif proche de ce qui est son héritage alors qu'elle est en exil. Et ça c'est très important, il faut rappeler que ce sont des jeunes gens, une jeune femme, tout juste majeure, qui vit en exil, loin des siens, avec très peu de contact avec les siens, qui en plus, voilà, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, elle envoie quelques télégrammes, mais c'est très,
très succinct, dans une ville en guerre, Londres, qui est quand même bombardée assez lourdement en 40-41, et que c'est une dimension importante aussi de son existence. Et deuxième dimension importante, alors je voudrais vous montrer ce qui, moi, m'a beaucoup ému quand j'ai découvert cette vidéo. Alors il faut vous accrocher parce qu'on la voit 5 secondes. Donc elle est là au fond, et après il y a un gros plan sur elle, donc je vous la montre juste 10 secondes. Voilà, c'était vraiment très court. Donc c'est un reportage qui est réalisé sur le corps des volontaires françaises. Et en fait, cette vidéo dit beaucoup. Donc, elle porte l'uniforme, on voit, donc elle est militaire, et elle est en train de fumer, par exemple, ce qui est une coutume assez peu répandue chez les femmes à l'époque en France, beaucoup plus en Angleterre. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces femmes, astreintes à la vie militaire et à un très grand nombre d'obligations, se retrouvent aussi seules, sans famille, sans proches parents masculins, dans une grande ville comme Londres, et qu'en fait elles font un apprentissage d'une liberté qu'elles n'auraient sans doute jamais eue en France. Voilà. Et Jeanne Boëck va dans les bars, sort, rencontre des gens. Alors Londres à l'époque c'est la capitale de tous les pays, de tous les gouvernements en exil. Donc elle croise des officiers tchèques, des officiers polonais. Voilà. Elle vit aussi une jeunesse. C'est aussi un apprentissage de la vie, une jeunesse particulière. Voilà. Elle a 20 ans. Voilà. Et elle vit aussi cette vie d'une jeune femme de 20 ans, mais avec sans doute plus de liberté qu'elle n'aurait eu en France. Et je reviens aussi, malgré tout, avec cette peine de l'exil. Vous la voyez en train d'écrire à ses parents, en fait, sur cette vidéo. Voilà. Et d'ailleurs, elle raconte dans ses mémoires qu'elle est un peu fâchée d'être en train d'être filmée alors qu'elle fait quelque chose de personnel. Voilà. Alors, j'en reviens à ma chronologie. Le BCRA finit par accepter, à l'été 1943, de la prendre dans ses services. Alors, elle dit que c'est grâce... Alors, selon les versions, elle ne donne pas le même pseudo, donc ce serait Jean-Pierre Lévy, Freinet, enfin voilà. Sa demande aurait été appuyée, sans doute. Les recommandations pour entrer au BCRA, c'est Guillaume Pollack qui le souligne dans son ouvrage, c'est important. Il faut rappeler aussi que le contexte a changé. Novembre 1942, il y a eu le débarquement en Afrique du Nord. Donc là, voilà, on a de nouveau besoin de tous les hommes disponibles pour l'armée. Donc dès qu'on a une femme qui peut faire le travail, ça arrange assez sur place. Donc puisqu'on a une femme qui manie les poudres, et puisqu'on a besoin d'instructeurs de sabotage, ce sera elle, même si c'est pas tout à fait conforme aux stéréotypes de l'époque. Et deuxième chose, dans le même temps, l'idée ça va être de préparer la résistance française au débarquement et aux plans établis par le BCRA, notamment les plans de sabotage, et donc il faut former les résistants au sabotage. Voilà. Donc, jamais sortir les événements de leur contexte, on le sait en tant qu'historien ou historienne, et dans ce cas-là, le contexte a sans doute joué aussi, et toujours la détermination de Jeanne Boëck qui demande et redemande à entrer au BCA. Alors je vous ai mis ici la note adressée donc au lieutenant-colonel Hutchinson, qui est responsable de la section RF du SOI, donc celle qui travaille avec le BCRA, donc le Special Operation Executive britannique que Churchill a chargé de mettre le feu à l'Europe, selon la formule consacrée, donc de tout ce qui est action en France. Et donc voilà, il fait la liaison avec le BCRA, et je vous ai mis ce document donc, qui est conservé dans le dossier de Jeanne Boëck au service historique de la défense, et cet extrait que je trouve très intéressant, je lis pour le fond du bus. Depuis longtemps, elle est volontaire pour mission, elle me paraîtrait particulièrement qualifiée en raison de sa compétence et de son sexe, qui est une sécurité de plus, pour être envoyée comme instructrice de sabotage. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que ça fait qu'elle leur a cassé les pieds un certain nombre de mois, voilà, elle est volontaire depuis longtemps, elle insiste, donc on voit la détermination de cette jeune femme, en raison de sa compétence. Donc là, ça renvoie effectivement au fait que parce qu'elle a des compétences en chimie, elle est qualifiée pour aller faire ce travail, et donc ce principe de fonctionnalité qui a été développé, on a besoin d'elle, donc on accepte son offre de service, et de son sexe qui est une sécurité de plus. Et là, on sent bien un petit peu, gêné aux entournures, savoir qu'on peut lui reprocher que c'est une femme pour ce genre de mission, et ce qui serait un handicap est présenté comme un atout. Pourquoi ? Mais parce que c'est une femme, on s'en méfiera moins, en fait, en gros, c'est ça l'idée derrière. Les Allemands sont comme les Français, ils n'associent pas les femmes à la lutte armée, et donc, elle sera sans doute moins suspectée en cas de contrôle qu'un homme. C'est aussi pour cette raison-là que la résistance confie le rôle d'agent de liaison, enfin d'agente en l'occurrence, de liaison à des femmes. Et donc là, on voit bien qu'on sait que ça pourrait coincer parce qu'elle est une femme, et donc par un retournement d'un stéréotype, ce qui est son talon d'Achille devient en gros
un bouclier. Voilà. Donc je trouve ce document extrêmement intéressant. Alors, on voit donc qu'elle est affectée au BCRA et détachée au stage d'instruction et d'entraînement de parachutistes et de sabotage. Les agents en partance pour la France du BCRA sont formés par le Special Operations Executive britannique dans différentes écoles dispersées à travers toute l'Angleterre, et Jeanne Bouek ne fait pas exception. Ces stages, il y en a plusieurs. D'abord un stage, on va le voir, on a la liste de... Alors on a la liste, oui, à droite, des écoles par lesquelles elle est passée, donc les Special Training Schools, les STS, identifiées par des numéros, bien sûr, pour qu'on ne puisse pas les repérer, souvent dans des grandes propriétés de la noblesse britannique, soit mises à disposition, soit réquisitionnées par le gouvernement anglais. L'avantage, c'est qu'il y a de la place, et deuxièmement, elles sont relativement isolées, et troisièmement, souvent, il y a des grands parcs, voilà, qui permettent de faire les exercices. Donc d'abord, une école où on évalue si elle pourrait faire une bonne agente ou non. Donc il y a des tests psychologiques, il y a des tests avec une arme, enfin voilà. Donc elle passe avec flying colors, diraient les Anglais, donc avec brio. Alors on voit qu'elle a la note C. Ça peut paraître mauvais quand on a le système français, il faut mieux avoir un A ou un B dans le système français qu'un C, mais c'est pas une si mauvaise moyenne que ça, elle est dans la moyenne, et surtout son intelligence est jugée supérieure. Voilà. Et ça, on l'estime très intelligente, là où elle perd des points, c'est en morse, alors qu'elle est très fière de ses compétences en morse qu'elle a appris au scout, mais manifestement, c'est pas assez pour les Britanniques. Voilà. Ensuite, elle passe donc dans une école paramilitaire, où on lui apprend en fait toutes les techniques de la lutte clandestine. Donc on parle quand même d'une femme qui apprend à se servir d'une arme, à tirer sur des gens, à tuer à main nue. Elle apprend ce que les Anglais appellent le silent killing. Et elle met un point d'honneur vraiment, alors il y a un gros entraînement physique forcément, à faire tous les exercices comme les hommes, et elle fait aussi tous ces exercices de tir avec les hommes qui sont formés avec elle, et sous prétexte qu'elle est une femme, on ne l'exclut pas de ces exercices-là. Elle a ensuite une école que je qualifierais d'apprentissage de la clandestinité. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui a quitté la France il y a presque 3 ans, et qui va y retourner. Et bon, on lui a dit ce qui se passait en France, elle a croisé des résistants qui viennent de France, des gens qui viennent de France, mais bon, le système des tickets de rationnement, la carte d'identité, l'architecture de la répression, tout ça, il faut qu'on lui dise. Des choses qui nous paraissent évidentes quand on le lit, mais qu'il faut rappeler, c'est qu'on coupe l'étiquette de ses vêtements, on gomme la taille de la chaussure, parce qu'il ne faut pas prendre les Allemands pour des idiots, ils savent quand même lire une taille britannique, voilà. Donc des petits détails comme ça, mais qui nous paraissent... voilà. On lui apprend des choses un peu rigolotes, par exemple à braquer une porte, voilà, des choses qui le sont beaucoup moins. Elle a un simulacre d'interrogatoire avec la Gestapo, enfin voilà. On la prépare à la clandestinité. Et ensuite, ça se termine par un stage de parachutage, puisque quand vous avez quitté la France en juin 40, vous ne vous présentez pas à la frontière avec un grand sourire en disant « je me suis trompé, je rentre », bon, voilà. Et donc, le plus souvent, on parachute les agents. Alors, Jeanne Bouek n'est pas très grande, à moins d'1m50, et c'est une femme, donc la tiraille, si vous voulez, ça pose problème, c'est jamais à sa taille. Ce qui prouve que c'est pas prévu non plus. Et alors, elle va pas faire le nombre de sauts. En fait, normalement, donc ils s'entraînent dans une espèce de toboggan, avec des élastiques, voilà, au sol. Et en fait, avant de sauter en parachute, ils sautent d'un dirigeable, entre guillemets, retenu au sol par des fils. Et elle manque de peau, il fait moche. Donc, plusieurs jours, en Angleterre, ça arrive, plusieurs jours de suite. Et du coup, elle peut pas faire ce saut d'entraînement-là, donc elle saute direct d'un avion en plein vol. Pour vous souligner le caractère de cette jeune femme. Et voilà, elle fait ses stages de parachutage et elle a donc son brevet de parachutiste, ce qui est assez rare pour une femme à l'époque. Alors, je vous ai mis au tableau les rapports de ces instructeurs, donc, qui se trouvent dans son dossier à Londres. Pas tous, mais un certain nombre. Parce que moi, ces documents m'ont intéressée pour essayer de comprendre la personnalité, parce que quand on fait une biographie, c'est intéressant aussi, de cette jeune femme qui, dans sa biographie, est très discrète sur ce qu'elle a pu ressentir. Voilà, c'est vraiment même dans tous les témoignages qu'elle a fait après la guerre, elle reste sur du factuel, sur son enthousiasme parfois. À l'écouter, c'était vraiment super. C'est la cour de récré, les stages du SOI, alors que c'était aussi très épuisant. Mais voilà, elle est très enthousiaste dans ce qu'elle raconte, mais c'est vrai que voilà, pour appréhender la personnalité, ces rapports sont intéressants. Alors, j'ai déjà souligné ça. Donc, on souligne qu'elle a le baccalauréat, donc ça renvoie à son parcours, mais ce qui m'intéresse, c'est... J'ai pris un extrait qui me semble particulièrement saisissant. Sa loyauté ne peut pas être remise en question. Elle a une personnalité plaisante qui ne se prend pas
au sérieux, quoi. Elle n'est pas du tout timide, elle se mélange bien avec les autres et elle a un très fort sens de l'humour, enfin un très, très grand sens de l'humour. Elle devrait être populaire partout où elle va. Elle a des pouvoirs de leadership et on peut compter sur elle pour faire bien toutes les tâches qu'on lui assignera et qui sont dans ses capacités. Et en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que déjà on voit une personnalité qui est quand même assez exceptionnelle, l'instructeur a assez impressionné, et qu'elle n'est pas du tout renvoyée à sa féminité, et qu'en fait les qualités qu'il souligne sont des qualités qu'on retrouve dans plein d'autres rapports d'agents. Le sens de l'humour, par exemple, est très prisé des Britanniques. Voilà. La loyauté aussi. Hein. Et qu'on lui attribue même des qualités qui sont traditionnellement associées au masculin et pas du tout au féminin, et notamment les capacités de leadership. Voilà. Et donc on voit bien que pour ces instructeurs-là, c'est pas le cas du premier, mais pour ces instructeurs-là, ils recherchent l'agent. Et pas derrière le fait qu'elle soit une femme. Bon, bah voilà, c'est une femme, mais ce qu'on cherche, c'est vraiment l'agent. Et elle a, aux yeux de cet instructeur, toutes les qualités d'un bon agent. Il n'y a pas, à part dans le premier rapport, un seul commentaire négatif sur Jeanne Boëck, alors que dans d'autres rapports, on peut en trouver. Donc clairement, c'est quelqu'un qui a impressionné ses instructeurs. Alors, deuxième extrait qui m'intéresse, je suis désolée, il est un peu petit, c'est une drôle de petite dame. Il donne sa taille, après en anglais, donc je ne sais pas combien ça fait, 1m48 en anglais, mais voilà. Un regular little tomboy, donc un vrai petit garçon manqué, et qui a l'air d'apprécier d'être un peu bousculé par les garçons. Voilà. Donc on voit que ça revient, et cette femme qui fait en fait aussi bien que les garçons, ça ne peut être qu'un garçon manqué. Voilà. Et c'est pas du tout méchant, c'est juste un peu patronizing, diraient les Anglais, voilà. C'est un petit peu paternaliste, si vous voulez, dans la manière de s'exprimer, et c'est là que le fait qu'elle soit une femme ressort, c'est qu'elle désarme un petit peu, et donc on la qualifie de garçon manqué. Ça se retrouve dans les rapports d'autres agentes. En fait, cette qualification de garçon manqué, qui en fait est presque plus un éloge en fait. Quand on dit que c'est un garçon manqué, c'est que vraiment elle correspond à ce qu'on attend. Voilà. Donc des rapports élogieux. Jeanne Boëck passe tous ses stages et donc est jugée bonne à partir en France en tant qu'instructrice de sabotage. On est, avec tout ça, quand même, quasiment à l'automne 43. Hein, elle finit ses stages en septembre 1943. Je vous l'ai dit, on ne revient pas en France comme on est parti, surtout quand on est parachuté pour être agent de sabotage. Et du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce passage à la clandestinité et comment on le voit depuis Londres. Alors, elle apprend à coder et à décoder des messages avec le mécanisme de la double transposition. Et pourquoi je vous l'ai mis? Parce qu'en fait, on retrouve cet attachement à la Bretagne. Quand elle fait un code, évidemment, la Bretagne se divise en 5 départements, Finistère, Côte du Nord. On retrouve la Bretagne pour coder et on retrouve aussi autre phrase qu'elle utilise pour coder, le nom de la revue et son slogan qui veut dire, merci le moteur de recherche avec des couleurs de traduction, Debout Bretagne pour la France. Voilà. Donc même dans les mots qu'elle choisit, on sent à la fois l'attachement à la Bretagne et son patriotisme aussi qui est le sien. Donc ça c'est en fait son code sans doute à l'entraînement, celui qu'elle a fait pour s'entraîner lors de ses stages. En fait elle est plutôt, quand elle part en France, dotée d'un one type pad, donc ces mouchoirs en soie là dont on déchire des codes qui sont jugés plus sûrs. Et on lui donne aussi ce qu'on appelle nous aujourd'hui, parce qu'on a été un peu formaté par une série, une légende, hein, c'est-à-dire une fausse identité qui au nom de Geneviève Marie Guichard, c'est elle qui choisit ce nom qui lui semble passe-partout de Guichard. Et on va lui fournir du coup des faux papiers, des tickets de rationnement au nom de Geneviève Marie Guichard. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je dis qu'elle a une légende, c'est qu'il y a une page entière du récit de la vie de cette Geneviève Marie Guichard qu'elle doit apprendre avant d'arriver en France et qui mêle en fait des éléments de sa vraie vie avec des éléments totalement inventés, à la fois pour qu'elle puisse la retenir et pour qu'elle soit capable de parler. Par exemple, on ne la fait pas vivre dans des villes où elle n'a pas vécu ou qu'elle ne connaît pas, voilà, pour pouvoir en parler. Son père est militaire. Alors par contre, son pauvre père devient un alcoolique complètement dépressif, mais ce qui explique en fait que du coup, elle soit en train de se balader partout et qu'elle ne travaille pas, parce qu'elle est obligée d'aller voir son père, puis sa tante, puis voilà. C'est aussi une légende qui est censée justifier qu'elle ne travaille pas, et ses multiples déplacements. Voilà. Donc elle est pensée de manière très intuitive. Ce qui va se passer quand elle va arriver en France, c'est qu'en fait, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner d'autres papiers d'identité. C'est-à-dire que ces vrais faux papiers, on va lui donner des faux vrais papiers. Et on va lui donner l'identité d'une femme qui existe, mais qui a quitté le département. Et là, on voit le décalage entre ce qui est jugé sûr à Londres et ce qui est jugé sûr
en France. Et elle va en faire l'expérience au quotidien. La première fois qu'on l'emmène, qu'on lui donne rendez-vous dans un restaurant bondé, elle est là, mais qu'est-ce qui leur prend en fait? Et très vite, elle comprend, surtout ce qu'on lui a dit de ne pas faire. Et très vite, elle comprend qu'ils ont raison. C'est là qu'on est le plus en sécurité, en fait, dans un restaurant où il y a des Allemands autour, que personne n'irait imaginer que vous êtes en train de comploter. Quand elle les voit quand même commencer à décoder des télégrammes sur la nappe, là, elle trouve quand même que ça va un peu loin. Mais voilà, elle-même expérimente ce décalage au quotidien. Donc, ce dossier qui est à Londres est très riche parce qu'il nous permet, pour moi ça a vraiment été une découverte, il a fallu aller jusqu'à Londres, une ville charmante, mais une découverte voilà, assez intéressante parce qu'on voit justement sa personnalité, ses stages et aussi comment on fait ce passage à la clandestinité et comment on l'envisage depuis Londres. Elle est donc parachutée en France, c'est comme ça qu'on sait que 1944 était une année bissextile, entre le 29 février, dans la nuit du 29 février au 1er mars, après 2 essais manqués. La première fois, le comité de réception n'était pas là. La deuxième fois, il y avait un orage au-dessus de la Manche. Comme il y a eu quelques accidents d'avion les nuits d'avant, les Anglais ont sans doute été prudents. Et elle commence à ronger son frein. Elle se dit, mais jamais je vais aller en France avant la fin de la guerre. Elle arrive en février 1944 et après un passage à Paris pour rencontrer notamment le DMR de la région Bretagne, elle part donc en Bretagne où elle a été affectée. Oui, parce qu'on l'affecte en Bretagne, donc il faut imaginer sa joie de rentrer en France par la Bretagne, parce qu'en fait c'est une région qu'elle connaît. Et comme elle va être amenée à se déplacer, eh bien il faut qu'elle connaisse cette région. Alors là tout de suite on se dit mais c'est une région qu'elle connaît, donc elle connaît des gens. Et donc elle pourrait être reconnue. Oui, les services secrets anglais y ont pensé et lui interdisent d'aller dans les zones où elle connaît des gens. Résultat, première chose qu'elle fait, elle va à Rennes voir ses parents pour récupérer une bicyclette. C'est quelque chose qu'elle tait ou qu'elle dit de manière très succincte dans son rapport au BCRA quand elle rentre bizarrement. Alors du coup je vous ai mis une carte, c'est pas un document d'archives, donc faites maison. J'espère qu'il n'y a pas d'inspecteur d'éducation nationale dans la salle parce qu'il serait peut-être horrifié de mon croquis. Mais pour vous montrer un petit peu ce que ça représente, ces déplacements de Jeanne Bouec. Elle a principalement été instructrice de sabotage dans le Morbihan, raison pour laquelle ma carte se focalise sur le Morbihan, mais vous le voyez, elle a quand même été envoyée dans le Finistère entre le 24 mai et le 3 juin, et elle a fait une excursion dans les Côtes d'Armor, actuelle Côte du Nord, du 1er au 17 avril. Et sinon, dans le Morbihan. Elle donne 2 types de cours. En jaune, les endroits où elle a donné des cours générales de sabotage. En gros, elle apprend à saboter. Et parfois, elle donne un cours un peu plus spécial, c'est les villes que j'ai figurées en bleu, des cours de fabrication d'explosifs. Alors là, elle reste plus longtemps, ça dure plus longtemps, et elle apprend justement aux résistants à faire des explosifs à partir de ce qu'on trouve dans le commerce. Et je vous ai figuré aussi, avec un trait rouge, je ne sais pas si se voit bien tous ces déplacements, parce qu'elle fait quand même tout à vélo. D'où le nom de son ouvrage, La plastiqueuse à bicyclette. On a parfois des étapes, quand elle va à Quimper, de 200 km à vélo dans la journée. Et alors, pourquoi le vélo? Parce que c'est un des rares moyens de locomotion dans la France de l'époque, c'est aussi moins dangereux que de prendre le train. Ce qui n'empêche pas parfois de jouer un peu avec le feu, puisque quand vraiment ça monte trop, il lui arrive de demander à des Allemands qui passent en camion de la prendre avec son vélo pour monter la côte. Voilà. Donc, alors c'est pas la seule à avoir ce côté un peu parfois trompe-la-mort. En même temps, c'est parfois aussi au cœur du cyclone qu'on est le plus en sécurité. Donc elle n'a pas tout fait à vélo, mais elle a quand même fait une certaine partie, une grande partie à vélo. Et je trouve qu'avec cette carte, on voit l'échelle en bas, ce qui représente 20 km, on prend la mesure de ses déplacements à vélo et aussi de tous les contrôles qu'elle a dû passer avec sa fausse carte d'identité. Le premier, bien évidemment, qui a lieu à Paris était le plus dur, mais après elle s'y habitue, mais ça reste quand même un moment, c'est quand même quelqu'un qui a parfois une carte dans sa sacoche avec des endroits où elle doit aller, après a des codes sur elle de terrain de parachutage, enfin bon, pas à ce moment-là, mais après, donc voilà, ça demande quand même un certain sang-froid de passer les contrôles. Restons sur cette période de février à juin 1944 où elle est instructrice de sabotage. Et on voit donc qu'elle sillonne la Bretagne. Ses élèves sont principalement des garçons, mais il y a quelques femmes dans le lot. Donc voilà, c'est pas un cours uniquement masculin. Alors elle-même fait un sabotage une fois. La répétition du plan vert du BCRA a lieu en Bretagne, la première semaine de mai. Et on lui demande de faire un sabotage, de diriger un sabotage dans la nuit du 6 au 7 mai.
je voulais figurer avec cette flèche sur la carte, au niveau du Roc Saint-André. Et la ligne part en fait de Quétembert, je l'ai mis en rouge, donc à quelques kilomètres du point de départ de la ligne. Et vous avez plusieurs sabotages comme ça cette nuit-là. Alors elle, bien évidemment, c'est un des moments les plus importants de sa guerre, et à juste titre, elle fait quand même un sabotage. Dans les faits, clairement, le lendemain, c'est pas le sabotage qui intéresse le plus les gendarmes. Voilà. Quand on regarde les rapports dans les archives départementales du Morbihan, il y a eu plusieurs sabotages qui ont eu lieu dans la nuit. Alors 2 au Roc Saint-André, par déduction, j'en ai déduit que c'était celui qui s'était produit, alors je suis désolée si ça ne se prononce pas comme ça à la bretonne, au pont de Hingleux, à 500 mètres de la gare du Roc Saint-André, où un rail de 11 mètres a sauté. Voilà. Donc quand même quelque chose d'assez important. D'après les rapports que j'ai lus, ça n'a pas donné lieu à des déraillements. L'ensemble de ces sabotages ont donné lieu à un seul déraillement, et c'est pas là. Il y a aussi eu des lignes téléphoniques qui ont été coupées pour empêcher de prévenir, que les chefs de gare puissent prévenir. Mais voilà. Et quand les gendarmes vont enquêter sur place, c'est plutôt l'autre sabotage qui les intéresse, sur lequel ils posent plus de questions. Elle ne semble pas avoir été inquiétée à ce moment-là, aussi parce que les Français et Françaises, bien sûr, n'ont rien entendu. Eux, ils ont entendu un petit ploc, quoi, mais ils ont pensé que c'était peut-être une bombe. Enfin, bref, voilà. Les gens gardent, en tous les cas, ceux qui sont interrogés par les gendarmes, restent assez évasifs sur ce qu'ils ont entendu, pas entendu. Bon, en tous les cas, ils ne sont pas sortis de chez eux, donc à ce moment-là, elle n'est pas inquiétée. Et c'est un sabotage qui est un succès, et dont on retrouve du coup la trace dans les archives de la répression. Mais voilà, c'est pas celui qui va inquiéter le plus les gendarmes à ce moment-là. Malgré tout, elle fait partie de ceux qui ont prouvé que la résistance pouvait faire des sabotages et donc contribuer au débarquement, et d'autant plus que beaucoup des saboteurs de la nuit sont en fait, au-delà du sabotage qu'elle a réalisé elle-même, ses anciens élèves. Voilà. Mais il faut le souligner, on a donc une femme qui a pris part à la lutte armée et qui a elle-même fait un sabotage, ce qui prouve la confiance qu'on lui accorde. Alors, je ne vais pas tout de suite faire un sort à l'analyse qui est la sienne, qui est de dire que la France libre, comme c'était des militaires, ils étaient beaucoup plus à cheval sur les normes de genre que la résistance intérieure, qui ne lui a jamais fait de difficulté du fait qu'elle soit une femme. De fait, elle raconte que, passé la première surprise des résistants quand ils ont vu arriver une femme la nuit où elle a été parachutée, on ne lui a jamais fait remarquer qu'elle était une femme. Il n'empêche que elle va être renvoyée à son genre assez rapide. Le 18 juin, elle participe au combat du maquis de Saint-Marcel, qui est attaqué par les Allemands, parce qu'elle est au maquis de Saint-Marcel, où ses instructions en sabotage étant terminées, on lui a confié un rôle plus traditionnel de secrétaire et agent de liaison. Donc là, on retombe sur des rôles plus régulièrement confiés aux femmes dans la résistance intérieure. Elle a fini son rôle d'agent de sabotage, son rôle d'instructrice de sabotage. Ok, bon bah voilà. Et maintenant, on lui confie des missions. D'où la nuance que j'apporterais à cette analyse qu'elle fait. C'est quand même la France libre qui l'envoie en instructrice de sabotage, et donc qui fait imploser cette norme qui est que les femmes ne sont pas dans la lutte armée, parce qu'en fait, on a besoin d'elles. Et la résistance intérieure, certes, qui ne lui a jamais fait sentir qu'elle était une femme, une fois que elle a fini ses missions d'instructrice de sabotage, la renvoie quand même à une mission considérée comme plus féminine. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion à mener sur les représentations de genre dans la France libre, dans la résistance intérieure. Mais voilà, je nuancerai l'analyse qu'elle fait elle-même, qu'on va retrouver tout dans son témoignage, même si effectivement, sans doute, les militaires étaient peut-être plus à cheval là-dessus. Alors, elle a raconté plusieurs fois son rôle dans les combats de la libération. Donc à Saint-Marcel le 18 juin 1944, puis elle est présente lors de la libération de Quimper en août. Au milieu, elle a dû se cacher parce qu'il y a eu une répression très forte contre les combattants de Saint-Marcel. Elle dit même, elle, qu'une femme a été arrêtée à sa place. J'ai pas trouvé de traces de femme dans les archives du Morbihan, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Une femme qui aurait été arrêtée, qui correspondrait à son signalement. Elle a perdu aussi beaucoup de ses compagnons, qui sont tombés victimes de la répression. Donc c'est une femme craquée quand même, elle était 44, et qui pourtant fait le choix de rester en France, alors que le DMR, après 10 juin 1944, lui a donné l'ordre de la suivre ailleurs, fait le choix de rester en Bretagne pour participer au combat de la libération. Vous avez 3 témoignages, enfin 2 pour l'instant, enfin un témoignage, celui qu'elle a livré en 1949 au comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et son rapport de mission en 1944. Ce qui m'intéresse, entre les deux, dans les deux cas, elle raconte l'attaque du maquis de Saint-Marcel, c'est que dans son rapport, elle ne dit que nous. Nous, jamais je. Et elle s'inclut vraiment dans le collectif. Le jeu apparaît en 1949, quand elle
commence à raconter sa guerre et à prendre du recul. Et quand le jeu arrive, c'est pour dire « j'ai pris part de mon mieux à la défense du maquis de Saint-Marcel ». Ce qui est complètement absent dans le rapport. Elle ne vous dit pas qu'elle a participé à la défense du maquis de Saint-Marcel. Elle raconte ce qu'elle a fait, qu'elle a émis des messages, etc. Mais elle ne va pas vous dire « j'ai pris part à la défense ». Alors, donc ça c'est quelque chose de nouveau, mais qui reste très sobre. Elle ne vous dit pas « j'ai fait le coup de feu ». Elle ne vous dit pas non plus qu'on lui a interdit de faire le coup de feu. Voilà comment elle le raconte en 1975. Donc j'étais ensuite au maquis de Saint-Marcel. Parmi plus de 2000 FFI se trouvaient les parachutistes du Special Air Service, commandés par le colonel Bourgoin, 150 hommes environ qui encadraient les troupes du maquis. Le 18 juin 1944, nous fûmes attaqués par les Allemands. Sans vouloir rivaliser avec les paras, il est certain que je connaissais mieux que la plupart des présents le maniement des armes. Certes, la plupart des maquisards sont jeunes et le service militaire a été supprimé par Vichy, ayant reçu un entraînement approprié en Angleterre. Malgré cela, il me fut interdit par les paras de toucher à une arme et de me battre avec eux. Ce n'est pas la place d'une femme, me dit d'un air suffisant le capitaine français. Rebelote à Quimper, on lui interdit de nouveau un militaire de porter une arme. Alors, c'est faux qu'elle n'en a jamais porté, elle en porte une au moment de la transition, enfin de la fuite de Saint-Marcel, mais juste sur les genoux, quoi. Elle s'en sert pas. C'est nouveau, en 1975. Qu'est-ce qui est passé par là? 30 ans de lutte pour les droits des femmes, les débuts de l'histoire des femmes, tout un contexte en fait social et intellectuel, on va dire, qui a changé. Et du coup, des choses, je dirais même pas qu'elle n'avait pas osé dire, mais qu'elle n'avait peut-être même pas pensé à dire en 1949, qui n'était pas une lecture, bah voilà, elle était une femme, on lui avait pas donné une arme, voilà. Elle le relit différemment en 1975. C'est là qu'on voit que c'est aussi un ouvrage situé, La plastiqueuse, et c'est très intéressant sur l'évolution du témoignage. Et quand les gens font de Jeanne Boëck une icône féministe, pendant la guerre, ça me semble être un peu en décalage. Elle-même n'a pas du tout cette lecture féministe ou cet engagement féministe de son engagement. Et même là, quand elle dit bah voilà, on m'a refusé de me tenir une arme parce que j'étais une femme, c'est pas non plus un brûlot féministe, la plastiqueuse à bicyclette. Donc on lui fait parfois porter des combats qui n'étaient pas les siens. Qu'elle soit un symbole, tout à fait, faire d'elle une féministe me semble un petit peu exagéré. En tous les cas, cette lecture-là est très intéressante et il y a d'autres choses qui sont intéressantes dans la plastiqueuse à bicyclette, son rapport à De Gaulle, enfin voilà, mais qui montrent une époque et des années qui sont passées par là. Alors, parce que les années passent. Je vous ai mis cette photo où elle est en uniforme avec l'insigne de la Croix de Lorraine, son brevet, etc. Je la trouve très touchante. Et surtout, quand on compare avec, je ne sais pas si vous avez en tête celle qui est sur l'ouvrage, on voit qu'elle a subi un entraînement un peu dur au milieu. Les traits du visage se sont affinés. Voilà, on sent qu'elle a été une agente active et qu'elle a fait beaucoup de vélo. Arrive la fin de la guerre. Et ce qui est intéressant dans le parcours de Jeanne Boëck, c'est qu'elle est très vite décorée par la France. Légion d'honneur, croix de guerre avec 2 palmes, médaille de la Résistance, tout ça elle l'obtient avant 1947. Ce qui est très rare pour une femme. Les femmes ont été dans l'ensemble beaucoup moins décorées que les hommes et beaucoup moins, pas si rapidement. Alors pourquoi? Parce que les mécanismes de la reconnaissance qui se mettent en place après la guerre sont très militaires et que son action s'inscrit dans une logique militaire. Deuxièmement, les actes qui sont accomplis sont tellement incroyables qu'en fait, voilà, elle est récompensée très vite. Et je vous ai mis des citations de la Croix de guerre avec palme ou de la Légion d'honneur. Belle figure de résistante qui fait preuve en toutes circonstances des plus belles qualités de courage et de sang-froid, ou fait preuve de la plus haute bravoure et d'un remarquable, pardon, j'ai fait une faute de frappe, sang-froid. Les qualités qu'on souligne ne sont pas différentes de celles qu'on souligne dans les mêmes types de dossiers pour les hommes. En fait. Donc là, de nouveau, c'est le combattant ou la combattante, si vous voulez, et on ne dit pas parce que c'est une femme, voilà. D'autant plus que c'est une femme, on retrouve les mêmes mots dans le cas de Jeanne Boëck, ce qui n'est pas le cas sur toutes les propositions pour les femmes, et dans son cas, vraiment, ça n'apparaît pas. Ce qu'elle fait très vite, et je ne pouvais pas ne pas montrer, de nouveau, merci Jérôme, sa demande d'admission à l'Association des Français Libres. C'est dès après la guerre, hein, vous voyez, l'Association des Français Libres, c'est le 20 décembre, enfin c'est décembre 1946, les anciens chargés de mission Action, c'est dès mai 1945. Elle demande très vite à adhérer à beaucoup d'associations d'anciens combattants qui se forment. Et on voit bien qu'en fait, la guerre est terminée, mais elle a besoin de garder ce contact avec cette période exceptionnelle de sa vie et avec ses anciens camarades. Et d'autant plus qu'elle n'a connu les gens en Bretagne que par des pseudos. Beaucoup sont morts déjà, et elle les a connus par des pseudos, donc elle va mettre des années pour certains à les retrouver après la guerre. Il y en a une qui est croise à Saint-Marcel 20 ans après. Voilà.
Et on sent voilà, cette volonté de garder ce collectif, de garder un lien avec cette période extrêmement importante de sa vie, qui contraste avec le fait que c'est quelqu'un qui, d'après moi ce que j'ai trouvé, n'a pas témoigné ou très peu jusqu'aux années 1970. Donc une certaine humilité et silence public, mais par contre la volonté de garder le contact avec les camarades, avec ses années de guerre, etc. Et du coup, voilà, ce rapport à son action, à sa mémoire est intéressante, et c'est aussi intéressant si on regarde sa vie après la guerre, puisque, comme beaucoup de Français libres, l'atterrissage est difficile. La République ne les a pas forcément aidés à se réinsérer, et on a une femme qui n'a pas fini ses études, qui se marie, qui a un enfant, au début qui ne semble pas travailler, donc un parcours tout d'un coup très, très normal, entre guillemets, au vu des normes de l'époque, par rapport à ce qu'elle vient d'accomplir. Il faut imaginer aussi ce que c'est que le retour au temps de paix. C'est-à-dire revenir aux normes du temps de paix quand vous avez vécu en tant qu'agente clandestine, c'est particulier aussi. Quand la mort vous attend plus à chaque coin de rue, c'est particulier. Voilà. Elle vote sans doute, comme toutes les femmes, sans doute pour ceux qui sont le plus proches de De Gaulle, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, de gaulienne, va devenir gaulliste. Et voilà, commence une vie, tout ce qui est le plus normal, entre guillemets, si tant est que ce mot ait un sens. Elle divorce, finalement, comme beaucoup de gens qui se sont connus dans la lutte, en fait, la vie au quotidien montre qu'on n'a pas tant de choses que ça en commun, et elle se retrouve à peine 25 ans avec un petit garçon, toute seule, à Paris. Et du coup, elle va rentrer dans l'enseignement. C'est une vocation. Sa mère était institutrice, elle a été prof, entre guillemets, de sabotage, et elle va prof de mathématiques. Mais par la petite porte. Et je la laisse peut-être parler, raconter cette après-guerre. Moi, j'ai consulté son dossier de carrière, mais je ne peux pas le montrer parce que j'ai une dérogation pour le consulter, donc on va la laisser raconter en 1998, en quelques mots, cette fin de la guerre. Je vous ai mis juste un tout petit passage avant, où c'est assez drôle. Vous savez, c'est pas difficile. Non, je ne sais pas. Pour l'instant, il ne m'a pas été nécessaire d'apprendre. J'espère d'ailleurs que je n'aurai pas... Voilà, elle vient de dire que c'est pas très difficile de faire sauter un train. À le faire, donc on ne sait jamais. Et une dernière question que je vais vous poser, Madame Boeck, dont le récit inspire, laissez-moi vous le dire, infiniment de respect, eu égard notamment à la modestie avec laquelle vous le racontez. Quand la guerre a été terminée, que le pays a été libéré, vous êtes retourné à votre vie tout modestement? Il fallait que je gagne ma vie, alors je suis rentrée dans l'enseignement par la petite porte parce que j'avais pas fini mes études. Et je suis rentrée d'abord comme institutrice, puis ensuite, enfin, j'ai réussi à devenir professeur de mathématiques, et puis jusqu'à ma retraite. Voilà. Donc, comme elle le dit, elle est rentrée dans l'enseignement par la petite porte. Elle devient institutrice remplaçante en 1954. Elle finit par passer le diplôme qui permet de devenir institutrice titulaire. Et donc, elle passe institutrice titulaire. Et dans les années, en 1964, elle se met en tête de passer le diplôme pour devenir prof de collège. Elle échoue plusieurs fois. Elle recommence, donc on retrouve sa détermination et son engagement. Et finit par passer prof de collège. Elle met du temps à être affectée dans le collège qui lui importe. Alors c'est très rigolo quand vous regardez ses dossiers parce qu'en gros, elle fait appel à tous ceux qu'elle connaît. Voilà, Joël Le Tac, voilà, donc on retrouve aussi cette solidarité entre anciens Français libres. Elle finit par être affectée à un collège du 18e arrondissement. Et quand vous regardez ses rapports d'inspection, parce qu'on a tous ces rapports d'inspection, ce qui veut dire qu'un jour les historiens auront les miens sans doute, et bien on voit vraiment une personnalité qui se dessine en creux, d'une professeure vraiment dévouée, très engagée dans ses enseignements, qui au début a du mal et puis progressivement devient de plus en plus à l'aise, très investie dans la vie du lycée, qui au moment de la réforme, j'aurais du mal à vous l'expliquer, mais des mathématiques générales, l'explique aux parents, donne des cours du soir, est très bien notée par son chef d'établissement, très bien notée par ses inspecteurs, et avec à cœur, on le sent en fait, le service public et d'être une enseignante investie. Et ça, on le retrouve aussi dans d'autres investissements. Elle va être élue à la mairie du 18e arrondissement, elle va s'investir dans beaucoup d'associations, et c'est pour ça aussi que ça me semblait intéressant de retracer toute sa vie, parce qu'on la réduit souvent à ce moment de la Seconde Guerre mondiale, essentiel bien sûr, mais en fait c'est la trajectoire de toute une vie d'engagement, et assez saisissante, qu'on voit, et qui sera sur la fin de sa vie, donc en fait ensuite officier de la Légion d'honneur, et par Alain Juppé, qui lui remet la Légion d'honneur, et qui rappelle exactement ça aussi, ce caractère, cette espèce de simplicité et d'humilité dont elle fait partie. Voilà, juste pour terminer, je voudrais juste lui relaisser la parole,
quelques mots. Oui. Combien de femmes, par parenthèse, ont été parachutées sur la France? Ah, je ne sais pas exactement, je crois qu'on a été 5 ou 6, mais j'étais la seule qui était instructeur de sabotage. Ouais, dans ce nom, vous êtes très fier. Bah oui. J'ai cette faiblesse. Bah oui, forcément. Et quand vous avez été parachutée... Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, des interrogations, des remarques. Voilà, déjà un immense merci à Raphaël Belon pour cette présentation de Jeanne Boëck, effectivement une biographie qui permet de plonger dans ce parcours exceptionnel. Vraiment un immense merci. Oui, alors on va demander à la salle si des questions sont attendues. Voilà, bon, allez-y, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup, c'était passionnant. Comment ses parents ont pris son départ en Angleterre et son entrée dans la résistance? Alors, on n'a pas d'informations là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'elle raconte les retrouvailles. Il ne semble pas l'avoir empêchée de repartir. Ça, elle ne le dit pas du tout. Et elle est fille de militaire. Donc, moi, mon interprétation, c'est qu'un militaire, quand sa fille part défendre la France, accepte. Et voilà. Alors après, ils l'ont pas empêchée de partir parce qu'elle est à Brest à ce moment-là. Et ses parents eux-mêmes sont à Angers. Donc, en fait, ils n'apprennent son arrivée que quand elle est déjà à Londres. Donc, il n'y a pas eu la volonté de l'empêcher de partir. Elle croise des cousins et des cousines qui lui disent qu'elle est à moitié folle, mais on ne l'a pas empêchée de partir. Ses parents n'ont pas pu l'empêcher de partir, déjà, ou essayer de l'empêcher de partir. Sachant qu'elle dit, par contre, qu'elle a eu du mal à les convaincre de la laisser partir à Brest. Donc, après, elle est très jeune. Voilà, c'est une jeune femme, elle n'est pas mariée, etc. Donc, est-ce qu'ils auraient fait obstacle à son départ ? Peut-être, voilà. Mais à partir du moment où elle revient en France, elle ne raconte pas que ses parents auraient essayé de l'empêcher de repartir ou de la garder à la maison. Voilà. Donc c'est les seuls indices qu'on peut avoir du rapport de ses parents à son départ. De toute façon, ils n'ont pas été en mesure de l'empêcher de partir. Merci. Par contre, on sent que son père est très important. Pardon. Sa mère, pour l'avoir poussée, et son père, elle le redit dans son discours quand elle est fait officier de la Légion d'honneur, en 88, qu'elle était en admiration devant son père. Voilà. Et je pense que ça a aussi un sens dans son parcours. Une autre question? Dans la conclusion de la recension qui était faite dans le Monde des livres récemment sur la biographie de Jeanne Boëck, le journaliste écrit que ce film inspire une forme d'oubli, en fait, une forme de tristesse aussi quelque part, par rapport à une certaine forme de manque de reconnaissance qui aurait accompagné la trajectoire de Jeanne Boëck après la guerre, au regard de ce qu'elle a fait, de son engagement entre 40 et 44. Et ma question du coup c'est, est-ce que à l'occasion de tes recherches, tu as pu tester un petit peu ce qui est resté aujourd'hui de Jeanne Boëck, en termes de nom de rue, des établissements scolaires qui portent son nom? Est-ce qu'en Bretagne, par exemple, on parle d'elle? Voilà, c'est une mémoire qui est restée très locale pendant très longtemps. Et assez surprenant quand on voit son parcours et quand on voit d'autres femmes qui ont des parcours tout aussi impressionnants, mais tout aussi impressionnants dont on a parlé. Il y a eu aussi, pendant très longtemps, on a moins parlé du rôle des femmes en résistance, on n'en a pas jamais parlé, il ne faut pas non plus caricaturer. Il y a juste quelques destins qui ressortaient, mais celui de Jeanne Boëck aurait pu ressortir au sens où son engagement était en fait similaire à ce qu'on mettait en avant de la résistance en fait dans les années 50, 60, 70. La mémoire est restée très locale, je pense que c'est lié déjà à sa grande discrétion à elle. C'est lié aussi au fait peut-être qu'on ne savait pas exactement quoi faire de cet engagement hors norme, et qu'elle-même n'a pas forcément pris la parole publiquement. Elle n'a pas un nom non plus comme pouvait être celui de Geneviève de Gaulle, par exemple, ni sa visibilité par conséquent. Elle n'a pas non plus la carrière politique ou l'engagement à l'échelle nationale ou internationale qu'ont pu avoir d'autres comme Germaine Tillon. Et donc la mémoire est restée très locale, et surtout en fait, j'ai rencontré Jeanne Boëck, je vais faire un peu d'égo-histoire. J'étais encore professeure en lycée, on faisait une semaine de l'égalité entre les hommes et les femmes, et on cherchait à donner des noms aux salles de classe. Voilà. Et on mettait des noms très connus, et on cherchait aussi des noms moins connus. On est tombé sur Jeanne Boëck, c'était de ça il y a bien
un peu plus de 10 ans, il n'y avait pas encore grand-chose sur elle, en fait, quand on cherchait sur Internet, et ça se résumait à ça, instructrice de sabotage. Et là, depuis, il y a beaucoup plus. Et je pense que c'est lié effectivement aux commémorations, au fait qu'on en parle plus, à l'évolution de l'histoire des femmes, et c'est lié aussi au fait qu'on cherche à mettre aussi en avant, je pense, des rôles de femmes combattantes liés au contexte international. Alors, pour répondre à la question, il y a un site très pratique qui permet de voir le nombre de noms de rues qui portent le nom d'une personne. On est autour d'une quinzaine à peine, et beaucoup qui ont été baptisés ces dernières années. C'est pour ça que je revenais sur l'historique de la reconnaissance. La place Jeanne Boëck à Paris, de mémoire, c'est 2010. À Montpellier, pas très longtemps, il y a eu une rue Jeanne Boëck, donc elle est sortie de la Bretagne relativement récemment. En Bretagne, oui, il y a des noms de rues qui portent son nom, mais pareil, Plétain-les-Grèves, là où il y a une maison familiale, c'est très récent. Je ne vais pas dire de bêtises, mais 4-5 ans. Voilà, donc c'est quand même relativement récent, et on sent voilà, qu'elle ressort maintenant. On cherche d'autres figures, on cherche aussi des figures de femmes combattantes, et c'est lié au contexte mémorial, historique et aussi international, je dirais. Et j'avais une dernière chose à dire sur les noms de rues. Oui, et le fait qu'elle sorte, voilà, même des villes où elle a agi et où elle a vécu. Montpellier, elle n'a aucun lien à Montpellier. C'est juste la ville de Montpellier qui a voulu donner des noms de femmes emblématiques, voilà, et qui a choisi Jeanne Boëck. Donc là, ça montre vraiment qu'on sort d'une histoire locale. Mais en Bretagne, oui, elle est quand même à la fois relativement présente, et en même temps, si on prend l'exemple du maquis de Saint-Marcel, il n'y a pas grand monde qui évoque Jeanne Boëck en fait dans les témoins du maquis de Saint-Marcel. Pour eux, c'était une résistante parmi les autres, quoi. Moi, j'ai beaucoup de mal à la trouver dans les témoignages de personnes présentes à Saint-Marcel. Hein. Déjà, il faut savoir qu'elle s'appelle pas Jeanne, qu'elle s'appelle Micheline, donc pour les gens sur place. Et elle est évoquée très rapidement, et moi, je l'ai trouvée que dans les témoignages de femmes. Ce qui prouve qu'elle devait quand même voir plus les femmes à ce moment-là, avoir plus de sociabilité avec les femmes au sein du maquis Saint-Marcel qu'avec les hommes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Son ouvrage avait connu un certain succès, en fait, lors de sa parution, La plastiqueuse de bicyclette. D'ailleurs, à Saint-Marcel, donc on y a été récemment, on trouvera votre livre bientôt. Voilà, ce sera peut-être une façon de la retrouver dans la boutique du maquis, du musée. Il y a d'autres questions? Oui? Oui, je voulais dire qu'en Bretagne, du côté de Saint-Marcel, c'est beaucoup plus la tradition, c'est l'oral. C'est parce que bon, c'est même chez les Sas, même s'ils n'ont pas, ils vont dire sur le moment où elle était dans la petite Saint-Marcel qu'elle n'avait pas à se mêler, etc., de ne pas être armée, mais après-guerre et jusqu'à maintenant, jusqu'au dernier, c'est quelque chose qu'ils ont transmis, mais oralement, et pour lequel ils ont un grand respect. Je vois mon père, voilà, on fille de ça, et Jeanne Boëck, on en a entendu parler, c'est pas, voilà, donc c'est vraiment, et nous on est à Paris, donc voilà, c'est vraiment la tradition, c'est une mémoire orale, c'est une transmission orale, ce qui est dommage. Il y a qu'avec la réouverture du musée, justement, la plastiqueuse de la bicyclette, ça a été beaucoup plus diffusé. Et voilà. Notamment toute une vidéo d'explication de comment fonctionne le code que je vous ai montré dans le musée. Oui, mais c'était jusqu'à là, c'était vraiment dans un cercle finalement très de résistance, très, très fermé, mais à l'oral, voilà. Donc, personne ne s'était penché, ni documentaire, ni sur elle spécifiquement. Donc c'est bien qu'elle soit reconnue à une échelle plus importante à l'heure actuelle. En effet, que ça sorte de Bretagne. Il y a même un timbre à son effigie. C'est une série de timbres sur la résistance, et il y a effectivement un timbre. Alors le choix également, Raphaël Belon, de cette biographie, par rapport à peut-être d'autres personnalités de la résistance, pourquoi ça s'est fixé sur elle? Parce que ça fait très longtemps que je m'intéresse à son parcours, et ma salle de classe du coup a continué à s'appeler Jeanne Boëck jusqu'à ce que je quitte ce lycée. J'ai pas voulu qu'on enlève le panneau, et en fait c'est progressivement que je me suis intéressée, déjà parce que j'ai trouvé ça assez exceptionnel comme parcours, et que j'étais justement un peu abasourdie du peu d'audience qu'il y avait autour de ça. Et en fait moi c'est vrai que je m'intéresse à l'histoire des femmes, et que donc du coup pour interroger
justement la place des femmes et l'idée donc de cette tension entre persistance des normes de genre et réinvention des normes de genre. C'est vrai que c'était un parcours extrêmement intéressant. Et deuxièmement, c'est vrai que moi je dirais que j'ai un goût à l'écriture, c'est aussi quelque chose que je voulais écrire. Et en fait, c'est une vie qui est déjà un roman en soi, donc c'est une histoire qui est plaisante à raconter. Et ça permettait aussi d'essayer de faire un travail d'écriture qui moi m'intéressait. Alors ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte dans un second temps. Voilà. Et après, c'est vrai que en creusant et en découvrant dans les archives de plus en plus le personnage, je trouve que historiquement, elle est intéressante à plein de points de vue. Voilà, pour les points que j'ai soulignés, le passage entre les deux résistances, la place des femmes, cette tension qui existe, le poids des personnalités aussi. Puis c'est vrai que ça permet vraiment de voir la période à travers un parcours qui couvre quand même un certain nombre de choses. Voilà. Et puis écrire une biographie, c'est aussi vivre pratiquement, hein, vous l'avez dit un peu avec cette personnalité pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et la découvrir un peu plus et peut-être la connaître au mieux, apprendre à apprécier aussi plus, arriver qu'au départ, elle vous a paru plus, en tout cas certainement différente. Il faut se méfier parce qu'effectivement, il y a c'est quelqu'un qui est fascinant et effectivement que moi je trouve très, très touchant et très attachant de ce que j'en ai vu. Bien sûr, je ne l'ai pas connu à travers les archives en tous les cas. Quand j'ai pour la première fois tombé sur cette vidéo dans les archives de l'INA où elle parlait, ça a été un moment très fort d'émotion parce que voilà, c'est la première. Puis c'est facile de faire un sabotage. Je l'entends toujours, ça me fait toujours rire en l'entendant après. Et on voit cette espèce de simplicité et puis effectivement, vous avez raison, elle est entre ces grands personnages. Voilà, et en même temps, il faut aussi faire attention à garder le recul critique nécessaire, donc il ne faut pas non plus totalement tomber amoureux de son sujet. Et c'est un équilibre que j'ai essayé de tenir, voilà, quand même la rendre sympathique et rendre cette personnalité qu'elle est, que moi me touche et m'impressionne. Et en même temps, essayer d'avoir le recul de l'historien ou de l'historienne pour remettre les choses à leur place. Voilà ce que je disais sur son sabotage, le sabotage qu'elle a fait, qui pour elle est vraiment un événement, voilà, et qui pour les gendarmes est juste un événement parmi d'autres au milieu de la nuit, et peut-être pas le plus important. Voilà, essayer de replacer les choses. Et juste pour terminer, quand j'ai vu son dossier, dans son dossier de carrière, il y a une lettre où elle s'excuse de vraiment pas avoir répondu plus tôt, et parce qu'elle n'avait pas le temps, et parce que ceci et cela, et les élèves, et la fin d'année, c'est un métier très prenant. Et je montré ça à mes parents qui m'ont dit, bah oui, tu aurais pu écrire la même chose. Et donc, du coup, voilà, c'est vrai que parfois, il y a ces petites anecdotes-là, qui sont rigolotes. Et puis elle admirait le général de Gaulle. Est-ce qu'elle l'a rencontré? Elle en parle à un moment ou à un autre, ou elle en parle. Alors ce qui est intéressant, c'est en fait, selon les moments, elle dit pas elle dit qu'elle en a entendu parler à des moments différents pour la première fois. C'est pas forcément quelque chose de très fixé dans sa tête. Quand elle assiste au défilé des Français libres le 14 juillet 40 à Londres, là c'est vraiment un moment très important pour elle. Et donc elle le croise, il lui serre même la main. Il passe voir le corps de volontaires françaises et donc elle se présente et il lui serre la main. Il partage aussi un Noël avec eux. Et pour elle, mais je dirais comme pour toutes les volontaires françaises, c'est un moment extrêmement important. Après, il y a eu cet engagement politique derrière où elle veut se faire inscrire sur la liste plus proche en fait, des gaullistes, où d'ailleurs on lui refuse. Du coup, elle contacte Joël Le Tac. Voilà, pour essayer de... Sans doute parce que voilà, le motif du refus n'est pas expliqué, mais la tête de liste refuse. Et finalement, bon, elle est sur la liste. Et on sent voilà, que c'est vraiment cet engagement-là et sans doute des valeurs aussi qui devaient être proches de celles du général de Gaulle, au-delà de son engagement pour la France. Et d'ailleurs, elle dédie son autobiographie à la mémoire vénérée du général de Gaulle, ce qui est tout dire en fait. Voilà. Donc on sent que pour tous, je pense, les Français libres, c'était une figure importante, mais pour elle, voilà, c'est resté quelqu'un de très important. Et d'ailleurs, elle inscrit son départ dans l'appel du général de Gaulle, en fait, alors qu'elle ne l'entend pas, puis qu'elle est sur le bateau. Elle dit auquel je me suis trouvée répondre d'avance. Voilà. Donc on sent bien que voilà, c'est important pour elle de s'inscrire dans cette geste gaullienne. Eh bien, on va inviter donc tous ceux qui vont pouvoir regarder cette séquence, eh bien cette conférence et aller vers l'ouvrage. Donc Jeanne Boëck, la saboteuse du général, et on va remercier et applaudir Raphaël Belon. Merci. Les sanglots longs des violons de l'automne.
blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone.